donc sur l'événement séminaire à Systemix du mois d'avril. Merci de vous être connecté à l'événement. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui Mohamed Gazel, qui est un chercheur, directeur de recherche de l'Université Gustave Eiffel. L'Université Gustave Eiffel sur des équipes qui anciennement s'appelaient Livstar. Mohamed Gazel est directeur de recherche et co-directeur d'un laboratoire de cette université multisite qui s'appelle ESTAS, ce laboratoire, et il est sur le site de l'île, de l'île d'Ascq. Mohamed alors c'est un ancien collègue, alors moi je le tutoie, hein, c'est un ancien collègue que je connais bien et qui a développé toute une expertise et ses travaux autour des sujets de modèles à événements discrets, méthodes formelles, diagnostic de faute. Il est membre IFAC, il est expert européen sur pas mal de sujets, les programmes d'innovation, mais il s'est focalisé sur les sujets de safety et d'interopérabilité des systèmes de transport, en particulier ferroviaires. Et c'est là qu'il a développé le plus de travaux. Mais je pense que Mohamed va nous présenter un petit peu un overview un petit peu de ses résultats, ses derniers résultats, et qui vous donnera peut-être un petit peu meilleure connaissance de comment on peut opérer du diagnostic de systèmes à événements discrets. Un sujet important pour les problématiques de systèmes critiques. Et je remercie par avance Mohamed de son intervention. Je te passe la parole, Mohamed. Merci Patrice, merci pour l'invitation et merci pour cette introduction, tu as tout dit. Donc l'intitulé de l'exposé d'aujourd'hui, c'est Diagnostic des systèmes à événements discrets, quelques enjeux, techniques de référence et quelques résultats récents qu'on a développés dans le cadre de notre équipe. Il y a un certain nombre de passages qui sont assez techniques, donc je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques, mais j'indique systématiquement donc des références dans lesquelles les personnes intéressées peuvent trouver les détails techniques, les démonstrations des théorèmes, etc. On peut t'interrompre éventuellement au cours d'intervention. Tu préfères que ce soit à la fin? C'est toi qui dis. Bien sûr. Enfin, comme vous le souhaitez. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas trop de monde, donc on peut poser des questions. Vous pouvez lever la main éventuellement, et à ce moment-là, Mohamed pourra réagir et vous donner la parole. Très bien. Donc, voici le plan de la présentation. Je vais commencer par une introduction dans laquelle je vais motiver en fait, les travaux que je vais présenter. Ensuite, on va passer en revue un certain nombre de concepts de base liés au diagnostic des SED, et puis deux approches de référence dans le domaine des diagnostics des SED, l'approche diagnostiqueur et l'approche twin plant. Ensuite, la troisième section sera consacrée donc, à la présentation de quelques contributions qu'on a développées sur l'approche diagnostiqueur en s'intéressant d'un côté aux fautes permanentes et de l'autre côté aux fautes intermittentes. Donc, je vais revenir là-dessus plus tard. Ensuite, je vais présenter des contributions sur la base de twin plant, en l'occurrence par l'usage de modèle checking, en s'intéressant d'un côté aux fautes permanentes et ensuite aux fautes intermittentes. Et enfin, la dernière partie sera consacrée donc, au diagnostic des modèles réseau de Petri. Je vais commencer par présenter une approche diagnostiqueur à base de graphes d'accessibilité sur la base d'un diagnostiqueur semi-symbolique. Et ensuite, je vais enchaîner sur une nouvelle approche qu'on a développée, qui est une approche algébrique, donc basée sur l'optimisation linéaire. Donc, avant de conclure sur quelques notes de synthèse. Alors, voici le contexte général de nos travaux. On se place dans le contexte de l'ingénierie des systèmes critiques. Ce sont des systèmes, comme vous le savez, qui ont des exigences fortes en termes de safety, au sens large, donc sûreté de fonctionnement plutôt. Donc, forcément, ce type de système est caractérisé par un impact important des pannes, donc en termes de dégâts humains et matériels, en termes de réputation, etc. Donc, on trouve différents types de systèmes critiques dans différentes applications, le transport, l'énergie, etc. Alors, parmi les caractéristiques de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont pour la plupart caractérisés par une intégration accrue. On trouve des systèmes complexes combinant des modules de différentes natures. Et également, ce qu'on peut noter, c'est une automatisation accrue avec des architectures de contrôle commande complexes. Alors, les enjeux en termes de sûreté de fonctionnement, ou bien FMDST, sur ce genre de système critique, c'est de pouvoir assurer des niveaux de fiabilité et donc de disponibilité élevés. Mais malgré tout, ces systèmes-là ne sont pas à l'abri d'un certain nombre de dysfonctionnements, de pannes, etc.
de part de leur complexité, mais aussi du fait de leur interaction avec l'environnement. Donc, pour ce fait, même si on essaie de développer des systèmes qui soient les plus sûrs possibles, etc., il faut envisager des modes de reconfiguration adéquats pour minimiser les effets de défaillance. Il faut aussi prévoir des moyens de protection suite à l'occurrence de panne ou de défaillance. Donc, pour ce fait, on a des besoins de diagnostic qui sont très importants. Quand on parle de diagnostic, c'est la détection, l'identification et la localisation de défauts. Donc, les besoins là sont en l'occurrence de détecter les dysfonctionnements le plus rapidement possible, de les identifier, et comme ça, on est capable d'orienter les étapes de reconfiguration et les tâches de maintenance. Alors, parmi les classifications qu'on trouve sur les approches de diagnostic, on prend celle-là qui est très largement utilisée. On trouve d'un côté les approches orientées données, qui utilisent des techniques d'apprentissage, de fusion de données, etc. Et de l'autre côté, les approches à base de modèles, qui sont basées sur une description du comportement global ou bien un comportement de référence, donc nominal du système. Pour nos travaux, on se positionne dans le contexte des approches à base de modèles et plus précisément sur la base de modèles discrets. Donc, quand on parle du système à événements discrets, il s'agit de systèmes dont l'évolution est guidée par des occurrences d'événements et peut être décrite par un espace d'état discret. Donc, les caractéristiques des SED, ou bien des modèles discrets, plus généralement, c'est leur capacité d'expression. On peut exprimer différents phénomènes, différentes dynamiques, le non-déterminisme, le parallélisme, le conflit, la synchronisation, etc. Ils peuvent être régis par une dynamique événementielle et temporelle. Et puis, on a une multitude de possibilités d'analyse de propriétés pour l'évaluation de la sécurité, l'interformalisme, principalement les automates de Petri, avec différentes variantes, mais forcément, la liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Alors, quand on s'intéresse donc à la tâche de diagnostic ou bien à l'activité de diagnostic, pourquoi les modèles discrets ont un intérêt particulier pour le diagnostic? Tout d'abord, du fait de leur capacité d'abstraction, donc ce qui permet de se focaliser sur les aspects liés au monitoring et d'éviter une complexité inutile des modèles. La possibilité de modéliser une multitude de classes de systèmes à partir du moment où leur évolution est régie ou guidée par des occurrences d'événements et leur espace d'état peut être représenté par un ensemble d'états discrets. Et aussi, un point très important, la possibilité d'analyse formelle à travers des algorithmes génériques ou bien des algorithmes ad hoc, des méthodes algébriques ou bien des méthodes formelles. Alors, je reprends ici la citation du professeur Lin qui a dit que à un niveau d'abstraction suffisamment haut, les modèles discrets se prêtent mieux aux études de diagnostic que les modèles continus. Alors, je rajoute enfin que les systèmes à événements discrets sont fortement recommandés, ou bien les modèles à événements discrets plus précisément, sont fortement recommandés comme formalisme de modélisation-conception pour les systèmes critiques SIL 3, SIL 4. Ça, on retrouve ça dans les normes EEC 61508-3 et EN 50128, largement utilisées dans le domaine du ferroviaire sur lequel on travaille dans notre laboratoire. Donc, un défi majeur auquel doit répondre que la tâche de diagnostic, ou bien les activités de diagnostic, c'est lié à l'observabilité partielle. En fait, dans un système dynamique complexe, il n'est pas possible d'observer toutes les évolutions et tous les états pertinents pour le monitoring. Donc ça, c'est lié à différents aspects. Tout d'abord, il y a des enjeux économiques en termes de coût d'instrumentation, de capteurs et son entretien. Donc, des fois, ça coûte cher de rajouter des capteurs à un système. Ça peut être aussi lié à des contraintes techniques en termes d'encombrement. Il n'y a pas d'endroit pour installer les capteurs qui vont bien. L'environnement d'opération, donc la chaleur, les vibrations, etc. Des fois, techniquement, ce n'est pas possible d'installer des capteurs. Mais aussi, le fait de rajouter des capteurs n'est pas une décision anodine sur ce genre de système. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur la disponibilité. Ces capteurs-là ne sont pas infaillibles, ils peuvent tomber en panne. Ils peuvent même donner des fausses alarmes, ils peuvent impacter la supervision et puis il faut les maintenir. Donc, forcément, dans ce genre de système critique complexe, on doit toujours subir et confronter ce phénomène aussi de défi d'observabilité partielle. Donc, le défi tel qu'on peut le reformuler, c'est de comment assurer les tâches de monitoring au sens large, malgré cette observabilité qui n'est que partielle sur la dynamique du système. Donc, pour les activités de diagnostic, on distingue deux problèmes. Le premier concerne l'analyse de la diagnosticabilité des différentes classes de fautes. Donc, est-ce que
concrètement, est-ce qu'on est capable de détecter et identifier chaque classe de faute dans un temps fini? D'accord? Ça, c'est quelque chose qui se fait hors ligne, donc dès la phase de conception. Dès la phase de conception, quand on commence à placer les capteurs, etc., il faut qu'on se pose des questions sur les modes de défaillance possibles, les pannes qui peuvent se produire, et sur la propriété de diagnosticabilité. Est-ce qu'on est capable de détecter et identifier ces différentes pannes dans un temps fini et combien de temps ça faut, il nous faut. Donc ça, c'est pour la partie diagnosticabilité, ce qui soulève le plus de problèmes théoriques. La deuxième tâche liée au diagnostic, c'est le diagnostic en ligne. Donc le diagnostic en ligne, c'est la fonction qui va assurer le monitoring du système, donc qui va établir, qui va émettre des verdicts de diagnostic. Est-ce que le système est normal? Est-ce qu'il est fautif? S'il y a une faute, quel type de faute? Est-ce qu'il est dans un état ambigu? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir s'il est normal ou fautif. Et tout cela doit se faire en fonction des observations requises. En quelque sorte, le diagnostic en ligne, c'est une fonction qui va récupérer des observations générées par le système et qui va émettre des verdicts sur l'état du système en ligne et en temps réel. Alors, je vais maintenant passer en revue un certain nombre de concepts liés au diagnostic des SED qu'on va utiliser par la suite et présenter deux approches de référence. Donc, concrètement, comme je le disais à l'introduction, donc nos travaux sont basés sur des modèles discrets. Concrètement, on part d'un système réel, on abstrait son comportement sous forme d'un système à événements discret, et puis on modélise ce comportement-là par des modèles de type automata état fini ou bien réseau de Petri dans nos travaux. Alors ici, je donne la définition formelle de ce que c'est un automata état fini ou un réseau de Petri, mais je suppose que c'est quelque chose de connu. On a parlé d'observabilité partielle, donc concrètement, comment on modélise l'observabilité partielle. Concrètement, donc l'ensemble des événements sigma est partitionné en deux sous-ensembles, le sous-ensemble d'événements observables et le sous-ensemble d'événements non observables. On peut associer une fonction de projection, donc qui va générer les observations donc, pour chaque séquence d'événements qui se produit dans le système. Donc, cette fonction de projection, elle nous dit quelle est la séquence d'événements que nous allons observer. D'accord? Donc, à partir de cette fonction de projection, je peux déduire la fonction de projection inverse. En l'occurrence, je pars d'une suite d'observations et j'essaie de déduire ou bien d'inférer l'ensemble des séquences qui ont pu se produire, l'ensemble des séquences, enfin, les séquences candidates qui ont pu se produire. Donc, très souvent, ce n'est pas une seule séquence, on n'a pas de bijection. Donc, quand on observe une suite d'événements, très souvent, il y a plusieurs séquences candidates derrière. D'accord? Mais c'est une fonction qui est très utile pour le diagnostic, bien évidemment, puisque le diagnostic en ligne se base sur les observations recueillies en ligne, et puis la fonction de diagnostic en ligne essaye d'inférer qu'est-ce qui a pu se produire dans le système, et du coup, est-ce que le système se trouve dans un état normal ou se trouve dans un état fautif? Et s'il se trouve dans un état fautif, quelle est la classe de faute qui s'est produite? Donc, la détection et l'identification. Alors, comme je le disais, le modèle, c'est un modèle complet, qui peut être une hypothèse assez forte, qui contient le comportement normal et les comportements fautifs. L'ensemble d'événements fautifs, donc sigma F, est inclus dans sigma U, c'est-à-dire que toutes les fautes sont non observables. Bien évidemment, si la faute est observable, ça devient évident, il n'y a plus d'enjeu de diagnostic. D'accord? Mais parmi les événements non observables, il peut y avoir aussi des événements qui sont normaux, qui ne correspondent pas à deux fautes. D'accord? Donc, on va tout d'abord s'intéresser au cas des fautes permanentes. Les fautes permanentes sont des fautes telles que, quand elles se produisent, le système reste indéfiniment fautif. On peut représenter ça par ce pattern de supervision. Donc, j'ai oublié de préciser que l'ensemble des fautes peut être partitionné en sous-ensembles disjoints de classes de fautes. C'est-à-dire que les fautes peuvent être en différentes catégories. Et bien évidemment, quand on réalise le diagnostic, on veut détecter l'occurrence de défauts, mais on veut aussi identifier quelle classe de défaut s'est produite. D'accord? Donc ici, pour les fautes permanentes, je peux les modéliser grâce à ce motif de supervision. Donc, à l'état initial, le système se trouve dans un état normal.
il reste dans cet état-là tant qu'il n'y a pas de faute, tant qu'aucune faute ne se produit. Dès qu'une faute de la classe sigma fi se produit, ben, le système atteint un état fautif et avec la faute fi. Il y reste indéfiniment. D'accord? Pour simplifier, dans la suite, on considère une seule classe de faute, sigma f. D'accord? Sachant que donc, tous les résultats qu'on développe, comme la plupart des travaux donc de la littérature, euh, on considère une classe de faute, mais tous les résultats peuvent être généralisés donc, au contexte de plusieurs classes de faute. Quand on regarde maintenant les fautes intermittentes, qui présentent pas mal de subtilités par rapport aux fautes permanentes, les fautes peuvent se produire et être rétablies répétitivement, et le système oscille entre son comportement normal et ses comportements fautifs. En fait, concrètement, l'ensemble des événements sigma du système est constitué de trois sous-ensembles disjoints, l'ensemble des événements réguliers, d'accord, qui peuvent être observables ou non observables, un sous-ensemble d'événements fautifs et un sous-ensemble d'événements de recovery. D'accord? Donc, ce sont les événements qui permettent de rétablir le système suite à l'occurrence de faute. Donc, en l'occurrence, le sous-ensemble ou bien l'ensemble d'événements fautifs est constitué d'une partition et peut être partitionné sous forme de plusieurs classes de fautes qui sont toutes, bien évidemment, non observables. Et sigma R, donc l'ensemble des événements de recovery, est constitué de l'ensemble des événements de recouvrement correspondant aux différents sigma FI et sont aussi des événements non observables. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand il y a une faute de la classe sigma FI qui se produit, le système devient fautif, d'accord, avec le type de faute FI. Et dès qu'il y a un événement de recouvrement de la classe sigma RI qui se produit, ben la faute est rétablie, le système est rétabli, est corrigé. D'accord? La faute se disparaît en quelque sorte. On peut représenter ça par ce motif de supervision. Donc, à l'état initial, le système se trouve dans l'état normal. Tant qu'il n'y a aucune faute de la classe sigma FI, ici on raisonne par rapport à sigma FI, tant qu'il n'y a aucune faute de la classe sigma FI ne se produit, le système reste dans un état normal. Aussitôt qu'une faute de sigma FI se produit, le système devient fautif avec la faute FI. Il reste, tant qu'il n'y a aucun événement de recouvrement correspondant à sigma FI, donc qui est sigma RI, ne se produit. Dès qu'un événement de sigma RI se produit, le système passe dans un état recovery, donc c'est un état rétabli, que aucune faute sigma FI ne se produit. Dès qu'il y a une nouvelle faute sigma FI se produit, ben, elle revient dans l'état FI. Donc c'est pour ça qu'on parle de défauts intermittents, c'est des défauts qui peuvent apparaître, disparaître grâce grâce, ou on représente ça du moins sous forme d'événements de recovery, et puis la faute peut réapparaître de nouveau. Donc, juste pour donner une image, la faute, ça peut être par exemple un seuil de température qui a été dépassé dans le système grâce à la température de l'air, etc. La température peut baisser, elle peut baisser en dessous du seuil fixé, et puis c'est comme ça qu'on représente l'événement de recouvrement. Donc le défaut disparaît, le système devient normal. D'accord? C'est juste une abstraction de ce type de comportement-là sous forme d'un modèle à événement discret. Donc, pareil pour la suite, pour simplifier, on considère une seule classe de faute sigma F et sa classe, son ensemble d'événements de recovery correspondant sigma R. Mais bien évidemment, on peut généraliser tous les résultats au cas de plusieurs classes de faute. On va maintenant s'intéresser à ce que c'est la diagnosticabilité. Donc, c'est une propriété fondamentale pour tous les travaux de diagnostic en ligne et c'est ce qu'il y a de plus de plus compliqué à vérifier en fait sur les systèmes à événements discrets, c'est cette propriété de diagnosticabilité. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a assuré que toutes les fautes sont diagnosticables, il est relativement direct ou facile d'établir des fonctions de diagnostic en ligne sur la base de l'analyse qu'on a faite. Alors, pour illustrer ce que c'est la propriété de diagnosticabilité, je prends deux modèles. Je prends d'abord le modèle de gauche. Donc, on a deux événements observables, A et B. On a un événement fautif qui n'est pas observable et on n'a pas d'autre événement non observable.
Alors, on voit bien que tant que le système, donc tant que la faute ne s'est pas produite, ce qu'on va observer donc en ligne, c'est AB, AB, AB. D'accord? Quand la faute se produit, le système passe à l'étape 3 et on va voir, juste après, on va voir BA, BA, BA. Donc ici, le système, la faute est diagnosticable. Pourquoi? Parce que aussitôt que j'observe deux B successifs, je peux être certain que ma faute F s'est produite. Donc je dis que mon système, ma faute est diagnosticable. D'accord? Par contre, quand je prends le système à droite, d'accord? Donc ici, j'ai simplement inversé le BA ici en bas, d'accord? Donc avant l'occurrence de la faute, je vais observer tout le temps AB, 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 et même quand la faute se produit, je vais continuer à observer AB, 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 d'accord? Donc je n'ai aucun moyen de détecter et identifier la faute, d'accord? Donc la faute n'est pas diagnosticable, d'accord? En fait, la diagnosticabilité, ça reflète la capacité à identifier et à détecter et identifier le défaut ou la faute dans un temps fini suite à son occurrence. Alors, la première formulation de la première formalisation de la propriété de diagnosticabilité a été fournie dans le travail pionnier de Sampath et Lafortune à l'Université de Michigan en 1995. Et en fait, c'est cette définition-là qui a été reprise par la suite dans une multitude de travaux avec différentes variantes, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la définition. Tout simplement, ce qu'elle veut dire, c'est que quand je prends une séquence S qui se termine par un défaut F, il existe un entier N, d'accord, tel que si je prolonge suffisamment ma séquence S après le défaut, donc par une séquence T, c'est-à-dire qu'il faut que la longueur de T soit supérieure à N, alors pour toute séquence qui génère la même observation que la séquence ST, alors forcément elle est fautive. Donc cette séquence-là est fautive. Autrement dit, je ne peux pas avoir une ambiguïté indéfinie sur l'état du système. C'est-à-dire que à partir d'un événement, je sais que toute séquence qui va me générer la même observation que la séquence ST va forcément être fautive. Donc je sais que le système va être fautif. D'accord? Donc, si à contrario, je n'arrive pas à établir une borne N au bout de laquelle je suis capable d'identifier l'état du système, donc l'occurrence de défaut, alors le système n'est pas diagnosticable. D'accord? Si je ne suis pas capable d'identifier un entier N, une borne N au bout de laquelle je peux établir mon diagnostic. Alors, cette définition de diagnosticabilité-là, c'est une définition qualitative, dans le sens où on ne fixe pas le délai au bout duquel on doit détecter et identifier le défaut. D'accord? Pour cela, il y a une variante de propriété de diagnosticabilité qui s'appelle la K-diagnosticabilité. Il s'agit de vérifier si je suis capable de détecter tout défaut du système au bout de cas événement suite à son occurrence. C'est ce qu'on appelle la K-diagnosticabilité. Et notre variante, ça s'appelle la K-min diagnosticabilité. Il s'agit de déterminer, si le système est diagnosticable, il s'agit de déterminer le nombre minimum d'événements suffisants pour le diagnostic. D'accord? On reviendra sur ces variantes-là de propriété de diagnosticabilité plus tard. Alors, on va maintenant passer en revue les deux approches de référence qui sont largement utilisées et qui ont donné lieu à une multitude de travaux dans la communauté de l'automatique discrète. La première approche, c'est l'approche diagnostiqueur qui a été développée initialement par Sampath et Lafortune en 1995. Alors, le diagnostiqueur, c'est une structure, c'est un observateur en fait qu'on génère à partir du modèle du système. Si j'ai un modèle automate ici, d'accord? Donc, j'ai plusieurs événements, A, B, C, D, etc. J'ai un événement non observable U qui n'est pas une faute. J'ai une faute non observable F, etc., etc. Donc, comment je construis mon diagnostiqueur? Tout d'abord, je fais une F-propagation. Je propage la faute sur les états pour donner des tags ou des étiquettes aux différents états. Ensuite, j'effectue ce qu'on appelle une epsilon réduction en écrasant tous les événements non observables. D'accord? Donc, j'obtiens un générateur, un modèle intermédiaire, d'accord, qui ressemble à ceci, d'accord. Donc, j'obtiens un N, c'est N pour dire normal. A, sur l'occurrence de l'événement A, donc j'atteins l'état, donc sur A, j'atteins l'état 3F. En fait, entre deux, il y a eu F qui s'est produite, mais je ne peux pas l'observer parce que F est observable, inobservable, etc. Ensuite, la dernière étape de la construction de diagnostiqueur consiste à déterminer
en fait l'observateur. Donc, on regroupe tous les états qu'on atteint par la même séquence d'observation. Donc, en l'occurrence ici, je vois qu'à partir de 1n, suite à A, je peux atteindre soit 3f, soit 7n. Et bien, je regroupe 3f et 7n dans le même nœud. Donc, sur occurrence de B, je suis soit dans 4f, soit dans 9f, soit dans 11n. Donc, je construis un nouveau nœud avec 4f, 9f, 11n, etc. D'accord? J'obtiens ainsi un automate déterministe qui va me servir pour d'un côté la vérification de la diagnosticabilité et de l'autre côté pour le diagnostic en ligne et si le système est diagnosticable. En fait, c'est très simple. Pour le diagnostic en ligne, j'ai mon diagnostiqueur. Quand j'observe A, je sais que mon système peut être soit fautif, soit normal. Si j'observe B, je sais que mon système est ambigu, soit fautif, soit normal. Je ne peux pas émettre un verdict sûr de diagnostic. Et si j'observe T, par contre, je sais pertinemment que mon système est fautif. Donc, le diagnostiqueur, quand le système est diagnosticable, il permet aussi le diagnostic en ligne. Mais il a été établi à la base d'abord pour vérifier la propriété de diagnosticabilité. Alors, ce qu'on doit noter ici, c'est que la complexité de construction de diagnostiqueur est exponentielle par rapport à la taille du modèle. Donc, ce qui est un vrai handicap pour les approches à base de diagnostiqueur. Alors, les travaux de Sampath et Lafortune ont pu établir une condition nécessaire et suffisante sur la base du diagnostiqueur. Donc, cette condition nécessaire et suffisante est la suivante. C'est un ensemble, enfin, une classe de faute sigma f est diagnosticable si et seulement si le diagnostiqueur ne contient pas de cycle f indéterminé. Alors, c'est quoi un cycle f indéterminé? C'est un cycle de nœuds dans mon diagnostiqueur qui contient des états f incertains. C'est quoi des états f incertains? Ce sont des états, des nœuds, pardon, qui contiennent aussi bien des états fautifs que des états normaux. C'est-à-dire on a une ambiguïté sur l'état du système. Et il faut qu'on ait un cycle. D'accord? Alors, ce n'est pas suffisant. Pour que ce cycle F incertain soit F indéterminé, il faut que dans le modèle de départ et donc dans le générateur ici, il faut que j'ai un cycle fautif correspondant d'une part et un cycle normal fautif, un cycle normal correspondant d'autre part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on construit le diagnostiqueur et que j'obtiens un cycle F incertain, il n'est pas sûr que ce cycle-là soit F indéterminé. Pour ce fait, pour le vérifier, on doit revenir sur le modèle intermédiaire et essayer de trouver un cycle correspondant normal d'un côté et un cycle fautif correspondant de l'autre côté. D'accord? Donc, il y a un cycle F incertain et ensuite sur le modèle intermédiaire, bien le modèle de départ pour chercher les cycles normaux et fautifs correspondants. D'accord? Alors, donc, comme je l'ai dit, l'approche diagnostiqueur présente une complexité exponentielle par rapport à la taille du système de départ. Pour essayer de contrer ce problème-là, il y a une deuxième approche qui fait référence dans le domaine de diagnostic des SED qui a été établie, c'est l'approche Twin Plant ou bien vérifier qui a été établie dans les travaux de Jiang et Kumar en 2001. Alors, le principe de Twin Plant est le suivant, comme son nom l'indique en anglais, Twin Plant, ça veut dire structure jumelle. Alors, comment on fait pour construire notre Twin Plant? Eh bien, je duplique mon modèle en 2 copies et après, je fais quoi? Je fais une composition synchrone par rapport aux événements observables. J'obtiens ainsi un nouvel automate, d'accord, avec des nœuds. Chaque nœud contient une paire d'états. Donc, le premier état vient de cette première copie, le deuxième état vient de cette deuxième copie. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que les travaux de Jiang et Kumar ont pu établir une condition nécessaire et suffisante sur la base du Twin Plant qui dit la chose suivante, c'est que sigma f est diagnosticable si et seulement si le Twin Plant ne contient pas de cycle f incertain. Donc ici, la vérification se fait directement sur le Twin Plant sans avoir besoin de revenir sur le modèle de départ. Donc, dès qu'on rencontre un cycle f incertain, c'est-à-dire un cycle contenant uniquement des états ambigus, contenant des états normaux d'un côté et des états fautifs de l'autre côté, alors je sais que ma faute n'est pas diagnosticable. Ce qui est très intéressant, c'est que l'approche Twin Plant présente en théorie une complexité polynomiale. Donc, qui est un point très intéressant, du moins sur le plan théorique. Alors,
Ici, je présente une synthèse des approches de référence sur la base du diagnostiqueur d'un côté et sur la base du twin plant de l'autre côté. Donc, on voit que l'approche diagnostiqueur a donné lieu à une multitude de techniques de diagnostic sur la base de Thomas, sur la base de réseau de Petri, en considérant des contextes distribués, etc. Et pareil pour l'approche twin plant. D'accord? Alors, par construction, toutes les approches à base diagnostiqueur présentent une complexité exponentielle et une complexité polynomiale. Alors, il y a un point très important à retenir, c'est que même si les approches twin plant sont théoriquement plus efficaces, puisque elles présentent une complexité polynomiale, je rappelle ici que la complexité est évaluée, donc on considère ce n'est pas toujours vrai. Donc, l'approche twin plant peut ne pas être plus efficace que l'approche diagnostiqueur parce que ça dépend énormément de la structure du modèle. Et puis, le deuxième point très important, c'est que, alors que le diagnostiqueur peut être utilisé pour le diagnostic en ligne, le twin plant ne le peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend un modèle et que j'essaie d'analyser la diagnosticabilité sur la base de twin plant, donc, s'il est diagnosticable, je suis obligé de construire un outil de diagnostic en ligne par la suite, donc en l'occurrence un diagnostiqueur. D'accord? Donc, ça peut être plus efficace pour l'analyse de diagnosticabilité, mais pour le diagnostic en ligne, on a toujours besoin de diagnostiqueur. Donc, tout ça pour dire que les deux approches valent le coup en termes de recherche. Il y a toujours des travaux qui se basent sur le diagnostiqueur, il y a toujours des travaux qui se font sur la base de twin plant. Et d'ailleurs, les contributions que je vais présenter par la suite, certaines sont basées sur les approches diagnostiqueurs, d'autres sur les approches twin plant. Justement, je passe à la troisième partie consacrée donc aux contributions sur la base d'approches diagnostiqueurs. Tout d'abord, en s'intéressant au cas des fautes permanentes, ensuite au cas des fautes intermittentes. Alors, comme je le disais auparavant, donc, les principales limitations des approches à base de diagnostiqueurs sont liées à l'explosion combinatoire due à la procédure de construction de diagnostiqueurs, donc une complexité exponentielle. Le fait de devoir utiliser un modèle intermédiaire et faire une double vérification pour vérifier que les cycles F incertains du diagnostiqueur sont F indéterminés ou pas. Donc, je rappelle que c'est la condition nécessaire et suffisante de la diagnosticabilité. Alors, nos contributions ici portent sur une nouvelle variante des diagnostiqueurs. D'accord? Donc, concrètement, on va essayer de contrer ou bien d'atténuer du moins les limitations que je viens de citer en développant une nouvelle variante de diagnostiqueur qui va nous permettre de vérifier la diagnosticabilité de manière plus efficace. Concrètement, on va développer une nouvelle structure des nœuds de diagnostiqueurs. On va reformuler les conditions nécessaires et suffisantes. On va présenter une procédure systématique pour l'analyse de la diagnosticabilité et puis on va développer un algorithme à la volée pour la construction et la construction de diagnostiqueurs et la vérification de la diagnosticabilité en parallèle et simultanément. Alors, l'idée principale de notre contribution est basée sur la chose suivante. Donc, quand on prend un nœud de diagnostiqueur, dans le diagnostiqueur classique, les états normaux et fautifs sont mélangés et on ne les distingue pas. Ici, on va séparer les états normaux et les états fautifs dans chaque nœud du diagnostiqueur. Donc, concrètement, un nœud du diagnostiqueur va être composé d'un sous-ensemble d'états normaux et d'un sous-ensemble des états fautifs. Aussi, dans l'encodage de mon diagnostiqueur, je rajoute une variable booléenne où j'indique s'il y a une transition fautive entre le sous-ensemble d'états normaux et le sous-ensemble d'états fautifs. D'accord? Donc, ici, on peut distinguer trois types de nœuds dans mon diagnostiqueur. Les nœuds incertains, où je n'ai que des états normaux, donc XF ici est vide. Je peux avoir des nœuds F certains, où je n'ai que des états fautifs, l'ensemble des états normaux est vide. Et je peux avoir des nœuds F incertains, où j'ai des états donc, normaux et des états fautifs. Alors concrètement, voici comment je construis mon nouveau diagnostiqueur. Donc je pars dans mon modèle de départ. Donc je construis mon nœud initial. Donc le nœud initial, il contient d'abord l'état initial 1, qui est normal. Au début, il n'y a pas de faute. Ensuite, à partir de l'état 1, je construis, je regarde l'ensemble d'accessibilité non observable, c'est-à-dire tous les états qu'on peut atteindre par des séquences non observables. Alors, j'obtiens ici l'état 2, d'accord, qu'on peut atteindre
sur l'occurrence de la faute F qui n'est pas observable, bien évidemment. Donc, j'obtiens un sous-ensemble fautif du nœud 1 qui est constitué du singleton 2. Je construis ma construction. Donc, sur l'occurrence de l'événement A, je construis un nouveau nœud. Donc, à partir de 1 et 2 sur l'occurrence de A, je peux atteindre soit l'état 3, d'accord, fautif, puisque c'est suite à l'occurrence de F à partir de 1 vers 2, soit je peux atteindre l'état 7, d'accord, soit je peux atteindre ici l'état 8, puisque à partir de 7, la faute peut se produire, d'accord, de manière non observable, bien évidemment. Donc, je vais ici avoir un sous-ensemble d'états fautifs 3, 8, etc., etc. Donc, je continue la construction de cette façon-là, d'accord. Donc, et à la fin, concrètement, mon diagnostiqueur va contenir les nœuds suivants, d'accord, va contenir donc les différents pour chaque nœud, donc le sous-ensemble d'états normaux, le sous-ensemble d'états fautifs. Il va contenir une variable booléenne qui indique, elle n'est pas représentée ici, mais c'est celle-là en fait, qui indique s'il y a des séquences fautives entre le sous-état, le sous-ensemble d'états normaux et les sous-ensembles d'états fautifs, etc., etc. Donc, mon diagnostiqueur, à la fin, il va ressembler à quelque chose comme ça. Alors, le premier résultat qu'on a obtenu sur la base de notre nouveau diagnostiqueur est le suivant. C'est d'abord, on a pu établir que pour chaque cycle F incertain dans le diagnostiqueur, il existe au moins un cycle normal correspondant dans le modèle départ. Alors ça, c'est un résultat important. Pourquoi? Parce qu'en fait, la condition nécessaire et suffisante utilisée dans une multitude de travaux et qui a été établie dans les travaux de Lafortune et Sampath en 1995, elle dit la chose suivante, elle dit que le système est diagnosticable seulement s'il n'y a pas de cycle à fin déterminé, et un cycle à fin déterminé correspond à un cycle à fin certain, où on a d'un côté un cycle normal correspondant dans le modèle G, dans le modèle départ, et un cycle fautif correspondant dans le modèle départ. Or, nous, on a pu établir que cette première condition est forcément satisfaite. D'accord? Donc, en l'occurrence, concrètement, quand on va vérifier un cycle F incertain dans le diagnostiqueur, on n'a plus à chercher de cycle normal correspondant puisqu'on a montré que cette condition est toujours vraie et qu'en quelque sorte, on a divisé le temps d'analyse par 2. D'accord? Puisque cette première condition est toujours satisfaite. Alors, ce que je dois noter ici, c'est que ce résultat s'applique à plusieurs approches existantes, en fait, en l'occurrence, à toutes les approches à base de diagnostiqueur. Donc, on a pu diviser le temps d'analyse des cycles à fin déterminés par 2, en quelque sorte. Alors, ensuite, on a développé une nouvelle technique pour l'analyse des cycles à fin incertains. D'accord? En l'occurrence, pour chaque cycle à fin certain CL, je définis ce que j'appelle une séquence indicative, qui est concrètement une suite dans le sens mathématique du terme. Alors, je prends par exemple ce cycle à fin certain là, d'accord? Je pars de la séquence indicative correspondante, je pars de ce sous-ensemble-là, c'est le sous-ensemble des états fautifs dans le premier nœud, et ensuite, je regarde l'accessibilité à partir de ces états-là par tous les événements observables suivants. Donc là, en l'occurrence, je regarde l'accessibilité par B du sous-ensemble 3,8. J'obtiens ici 4,5. Sous-ensemble 4,5. Donc S1 ici, c'est 3,8. S2, c'est 4,5. On voit ici que les états 9 et 10, en fait, viennent de suite à l'occurrence d'événements fautifs à partir des états 11 et 12. Et je continue ma construction donc, dans les différents nœuds, etc. Et on a pu démontrer que cette suite-là, au sens mathématique du terme, elle atteint un bloc répétitif, un point fixe en quelque sorte. En fait, c'est concrètement un bloc répétitif qui peut être soit un bloc répétitif, c'est un ensemble vide qui se répète, donc à l'infini, ou bien un cycle de sous-ensembles non vides. Alors, le théorème qu'on a pu établir, c'est que pour un cycle F incertain, d'accord, il est F indéterminé s'il n'atteint pas de point fixe vide. D'accord? Si je prends l'exemple ici, d'accord, de cet exemple-là, je pars de mon ensemble S1, 3, 8, le S2, c'est 4, 5, S3, c'est 3, et ensuite, à part S4 égale à 4, 5. Je vois bien que ici j'ai atteint un cycle.
c'est le cycle répétitif que j'atteins. Et du coup, en fait, je sais que ici, je vais osciller entre 4, 5 et 3, 4, 5 et 3 à l'infini. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, je n'atteins pas un point fixe vide, donc mon cycle F incertain est forcément indéterminé et donc le système n'est pas diagnosticable. D'accord? Donc c'est une nouvelle façon plus efficace pour identifier les cycles F indéterminés à partir du diagnostiqueur. Alors, sur la base de ces différents résultats, on a développé un nouvel algorithme pour la construction du diagnostiqueur et la vérification de la diagnosticabilité simultanément et à la volée. Donc, cet algorithme-là est basé sur une recherche en profondeur, Depth First Search. Il est basé sur une construction partielle de l'espace d'état. Pourquoi? Parce que si dès qu'on rencontre un cycle F indéterminé, ben on arrête la construction parce que le système n'est pas diagnosticable. Et d'autre part, dès qu'on rencontre un nœud F certain, fautif, donc ça ne sert à rien de continuer la construction de la suite puisqu'on sait que le système va rester fautif à l'infini puisqu'il s'agit de fautes permanentes ici. D'accord? L'autre point important, c'est que si le système est diagnosticable, la partie générée de notre diagnostiqueur est suffisante puisqu'on génère le diagnostiqueur de manière partielle. Elle est suffisante pour le diagnostic en ligne. Je donne ici la procédure de vérification. Donc, à chaque fois qu'on rencontre un cycle F incertain, donc on génère les termes successifs de ma séquence indicative. Et puis, si le terme est égal à l'ensemble vide, alors je sais que le cycle n'est pas à fin déterminée. Si le terme n'est pas vide, alors je le compare par rapport au terme précédent. S'il y a un terme précédent équivalent, alors je sais que c'est un cycle à fin déterminée. Sinon, je continue la vérification jusqu'à ce que j'atteigne un cycle répétitif. Donc, sur la base du point fixe qu'on a pu démontrer. Alors, donc on a établi ces différents résultats-là pour le cas des fautes permanentes, mais on a pu les généraliser pour le cas des fautes intermittentes. Donc, concrètement, on a vu que les fautes intermittentes, c'est des fautes qui peuvent apparaître et disparaître sur la base de l'événement recovery. On a pu construire un nouveau diagnostiqueur sur la base, pour le cas des fautes intermittentes, où on distingue 3 types de sous-ensembles dans chaque nœud, l'ensemble des états normaux, l'ensemble des états fautifs et l'ensemble des états recovery. D'accord? On considère des hypothèses classiques ici dans le domaine des systèmes à événements discrets. Et puis ici, on peut distinguer différents types de propriétés. En fait, le cas des fautes intermittentes présente un certain nombre de subtilités par rapport aux fautes permanentes. En l'occurrence, ici, on peut distinguer 3 catégories de propriétés de diagnosticabilité. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la diagnosticabilité faible, où on cherche à détecter et identifier l'occurrence de chaque défaut dans un temps fini. Peu importe si le défaut est toujours présent, peu importe si le système est toujours défaillant, etc. Sa propriété duale est relative donc, à la détection et identification des recouvrements. C'est la même chose. On a démontré une équivalence, dans la littérature, on a démontré l'équivalence entre la propriété WF et la propriété WR. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie de propriété de diagnosticabilité, qui est la propriété de diagnosticabilité strong ou forte, où on exige de détecter et identifier les fautes alors que le système est fautif. Quand on détecte la faute, il faut que le système soit fautif. Donc, pareil pour le recouvrement. D'accord? On montre bien que les diagnosticabilités fortes sont plus fortes théoriquement que la propriété WF et WR. La dernière catégorie de propriétés, c'est ce qu'on appelle les FR et RF diagnosticabilité, où on exige de détecter et d'identifier les défauts avant leur disparition. D'accord? Donc, il faut qu'on dit que le système est FR diagnosticable si chaque faute peut être détectée et identifiée avant sa disparition, donc avant l'occurrence de l'événement de recovery correspondant. On démontre ici un certain nombre de relations entre ces différentes propriétés. Alors, dans le cadre de nos travaux, on a pu adapter donc, les résultats qu'on a obtenus sur les fautes permanentes pour le cas des fautes intermittentes. En particulier, on a pu établir une condition nécessaire et suffisante pour la propriété WF et WR, d'accord, sur la base de ce qu'on appelle les cycles WF indéterminés ou bien WR indéterminés. Pareil, pour les propriétés de diagnosticabilité fortes, on a pu établir une condition nécessaire et suffisante sur la base de la séquence indicative qu'on a élaborée. Donc, je donne ici un certain nombre de références pour ces travaux-là, où les personnes intéressées peuvent trouver les détails techniques, les démonstrations de théorèmes, etc.
Je passe maintenant à la deuxième partie de l'exposé qui est consacrée donc à des contributions sur la base de l'approche TwinPlant, mais par l'usage du modèle checking. Tout d'abord, on va voir ensemble le cas des fautes permanentes, ensuite le cas des fautes intermittentes. Mais avant cela, donc je vais rappeler ici les objectifs de nos contributions. Donc, pourquoi on cherche à utiliser le modèle checking pour analyser des propriétés diagnostiques? C'est d'abord pour tirer avantage de la puissance des algorithmes de modèle checking et des outils modèle checker disponibles, donc en termes de techniques de réduction, d'ordre partiel, de représentation symbolique, etc. Donc, nos contributions portent sur des reformulations des questions relatives au diagnostic sous forme de problèmes de vérification formelle par modèle checking. Donc, on a pu reformuler les propriétés de diagnosticabilité au sens large, les propriétés de cas diagnosticabilité, les propriétés de cas min diagnosticabilité pour le cas des fautes permanentes et les cas de fautes intermittentes. Et un prototype logiciel a été développé pour vérifier les différentes propriétés de diagnosticabilité par modèle checking. Donc, on s'intéresse d'abord au cas des fautes permanentes. Donc, il y a eu un travail, une tentative qui date de 2003 par Cimati, Alexandre Cimati, qui est un acteur très actif dans le domaine du modèle checking, avec Charles Pescher, qui ont travaillé, en fait, c'est un système proposé, c'est un cas d'étude proposé par la NASA, en fait, où ils ont développé une technique pour analyser la diagnosticabilité par modèle checking. Sauf que la propriété de diagnosticabilité qu'ils ont retenue, elle consiste juste à identifier les ambiguïtés qu'on peut avoir entre les états normaux et les états fautifs. D'accord? Ce qui ne correspond pas à la définition de diagnosticabilité classique qu'on trouve dans les systèmes à événements discrets. D'accord? Concrètement, donc ils ont pu établir que ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils associent des étiquettes aux différents états du système, d'accord? Typiquement des étiquettes normales, étiquettes fautives, et puis ils regardent s'il y a une séquence du système, s'il y a une paire de séquences dans le système, ce qu'ils appellent une paire de séquences critiques, c'est-à-dire deux séquences qui génèrent la même observation et qui peuvent atteindre, la première peut atteindre un état où avec un label QN, c'est-à-dire un état normal. Et là, c'est la séquence correspondante. La deuxième séquence, elle peut atteindre un état fautif, donc où le tag QF est présent. D'accord? Donc, en gros, la diagnosticabilité de ce travail-là consiste à détecter, en fait, l'ambiguïté. D'accord? Or, la diagnosticabilité telle qu'elle est définie dans les différents travaux par la communauté des SED, c'est la garantie qu'on a un délai fini au bout duquel on peut détecter et identifier la défaillance. Donc, pour ce fait, on a adapté la notion de paire critique, d'accord? Donc, on l'a définie de la façon suivante, c'est une paire de séquences d'événements qui génèrent la même observation et pour lesquels ils restent dans un cycle, donc indéfiniment, où d'un côté, on a les états normaux et de l'autre côté, on a les états fautifs. D'accord? Et la proposition est que la propriété C1 perpendiculaire à C2, ce qui veut dire la détection de la faute et son identification est diagnosticable si et seulement si il n'existe pas de paire critique infinie. Alors, pour ce fait-là, pour vérifier cette propriété-là par modèle checking, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait tout d'abord une transformation du modèle en structure de Kripke sur la base du TwinPlant. Le TwinPlant, je rappelle, c'est un produit synchrone de deux copies du système sur la base de l'ensemble des événements observables. On fait d'abord donc une transformation de notre modèle automate, donc pour mettre des labels en fonction des événements produits sur les différents états. Donc, au lieu de event-based, ça devient state-based. Ensuite, on génère l'observateur, d'accord, par une opération d'epsilon réduction, en supprimant tous les arcs correspondant à des événements non observables. Ensuite, on procède à un produit synchrone sur la base des événements observables de deux copies. D'accord? Donc, à la fin, on va obtenir une structure dont les nœuds ressemble à quelque chose comme ça. Donc, on a le state 1, le premier état de la copie numéro 1, l'état state 2 de la copie numéro 2, l'événement qui peut se produire, et puis des formules phi qui indiquent la propriété des diagnosticabilités.
Donc, sur cette base-là, on a pu reformuler la propriété de diagnosticabilité sous forme d'une propriété CTL de la façon suivante. Est-ce qu'il existe une exécution telle qu'on atteint un état futur ou à partir de cet état-là, il existe un chemin, d'accord, tel que globalement, à l'infini, donc globalement au long de tout ce chemin-là, j'ai la propriété C1 qui est vraie sur le premier état et la propriété C2 qui est vraie sur le deuxième état. Alors la propriété C1, ça peut être juste normal et la propriété C2, ça peut être fautif. Si on considère le cas de plusieurs classes de fautes, pour l'identification, il suffit de changer C1 par F1, C2 par F2, par exemple, si on a deux classes de fautes, etc., etc. Donc, avec cette reformulation-là, on est capable d'utiliser le modèle checking pour vérifier la diagnosticabilité. Donc, ça, c'est pour le cas de diagnosticabilité au sens large, sans quantifier le délai nécessaire pour établir le verdict diagnostique de manière certaine. Si maintenant, on s'intéresse à quantifier ce délai de diagnostic nécessaire, donc de combien d'événements j'ai besoin pour pouvoir diagnostiquer ma faute. Donc, il s'agit de quantifier le délai en termes de nombre d'événements suivant la faute nécessaire pour le diagnostic. Alors, ça, c'est une propriété très importante parce qu'une faute peut être diagnosticable, mais peut-être qu'il me faut une centaine d'événements avant de pouvoir la diagnostiquer. Et entre deux, il peut y avoir des conséquences dramatiques sur le système. Donc, sur certaines applications, il est très important de pouvoir quantifier la propriété de diagnosticabilité. D'accord? Donc, à travers ce qu'on appelle la K-diagnosticabilité ou bien la K-min diagnosticabilité. Donc, la K-diagnosticabilité, donc, pour pouvoir la vérifier par modèle checking, on a défini une fonction delay. C'est une fonction qui associe à chaque état ambigu de notre structure de crypte une variable delay qui indique le nombre de ces états ambigus prédécesseurs successifs. D'accord? Ensuite, on peut facilement vérifier la propriété de K-diagnosticabilité par la propriété suivante en disant que partout, tout au long de notre structure de crypte générée à partir de notre complaint, la formule ou bien la variable delay ne dépasse pas K. Alors, si le système est K-diagnosticable, donc le modèle checker va nous répondre oui. Si le système si la faute n'est pas K-diagnosticable, alors le modèle checker va nous répondre non. Il va générer un contre-exemple avec une séquence où j'ai plus de cas, donc paires ambiguës successifs. Si maintenant on veut s'intéresser à la propriété de K-min diagnosticabilité, donc il s'agit de déterminer le nombre maximal d'états ambigus successifs dans le système. D'accord? C'est-à-dire le délai minimal que je peux utiliser pour garantir le diagnostic certain de différents défauts. Alors pour ce fait, on va utiliser Real-Time CTL, RTCTL, d'accord, grâce à la capacité de vérifier la distance maximale entre deux propriétés. D'accord? On peut utiliser ça de la manière suivante. Donc, si j'ai une propriété phi1 et phi2, je peux demander à travers RTCTL quelle est la distance maximale entre deux états, le premier vérifiant phi1, le deuxième vérifiant phi2. Ici, en l'occurrence, pour notre contexte d'analyse de diagnosticabilité, le premier état, c'est C1 X1 et C2 X2, c'est-à-dire j'ai une ambiguïté, d'accord, sur les nœuds de mon complaint. Donc, d'un côté, un état normal et de l'autre côté, un état fautif. Et là, note C1 X1 et note C2 et C2 X2. C'est-à-dire l'ambiguïté disparaît. Donc, j'essaie ici de mesurer le nombre d'états entre l'entrée et la sortie des états ambigus, ce qui va me donner le nombre maximum d'états ambigus successifs et donc la K-min diagnosticabilité. Alors, si la réponse est plus l'infini, ça veut dire que le système n'est pas diagnosticable tout court. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on peut rester dans un état ambigu à l'infini et du coup, le système n'est pas diagnosticable et donc n'est pas K diagnosticable, quel que soit K. Donc, en fait, le grand avantage ici, c'est qu'on a pu mettre en jeu les techniques de modèle checking grâce aux reformulations qu'on a développées et aux résultats théoriques qu'on a pu établir pour résoudre des problèmes de diagnosticabilité. Donc, des problèmes de diagnosticabilité tout court, de cas de diagnosticabilité et de K-min diagnosticabilité pour les cas des fautes permanentes. Quand on s'intéresse aux fautes intermittentes qui présentent un certain nombre de subtilités, alors on a pu établir des conditions nécessaires et suffisantes pour la
la propriété de diagnosticabilité faible, weak diagnosticability. Pour le cas de diagnosticabilité forte, strong diagnosticability, on a pu établir une condition nécessaire mais pas suffisante. D'accord? Donc, en fait, la condition, elle permet d'identifier les cycles. C'est une condition suffisante pour que le cycle F incertain soit F indéterminé, et donc c'est une condition nécessaire à la diagnosticabilité. Donc, ce sont deux propriétés LTL, que ce soit pour WF diagnosticabilité ou pour SF diagnosticabilité. Je donne ici des références dans lesquelles il y a les détails techniques. Je passe maintenant à la troisième partie de l'exposé qui est consacrée donc au diagnostic, à un certain nombre de résultats sur le diagnostic des réseaux de Petri. D'accord? D'abord, à travers… Mohamed, Oui, juste pour te dire qu'a priori, on prévoit généralement 1 heure d'intervention. Là, tu es arrivé quasiment à l'heure. Essaye de peut-être garder un petit peu de temps pour des questions pour que les collègues puissent ça marche. rester jusqu'à la fin. Merci. OK, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, il y a les contributions. Donc, la première porte sur l'utilisation d'un diagnostiqueur semi-symbolique. D'accord? Et la deuxième porte sur l'utilisation des approches algébriques d'optimisation linéaire pour résoudre les questions de cas diagnosticabilité. Alors, donc la première contribution sur l'approche diagnostiqueur que je vais présenter ici, il s'agit de développer un diagnostiqueur semi-symbolique pour le diagnostic des modèles réseau de Petri. Donc, pourquoi semi-symbolique? Parce que les nœuds sont représentés par une structure compacte sous forme de diagramme de décision binaire ou bien BDD. Et il est semi-symbolique parce que les arcs entre les nœuds sont toujours explicites. Donc, pourquoi on a choisi de compacter uniquement les nœuds et pas les arcs pour simplifier l'exploration des diagnostiqueurs et notamment la construction et la vérification des cycles à fin certains. Alors, sur la base de ces diagnostiqueurs-là, on génère à la volée le graphe de marquage, donc sous forme de marquage symbolique, et on construit le diagnostiqueur et on analyse la diagnosticabilité à la volée grâce à l'encodage symbolique et un gain en analyse grâce à la manipulation de BDD. Ici, je cite un certain nombre de travaux de référence sur l'utilisation de représentations symboliques sur le réseau de Petri, notamment par notre collègue Kais Clay du LEPN avec qui nous avons collaboré sur cette partie-là. Alors, donc, dans notre diagnostiqueur semi-symbolique, donc voici la structure des nœuds. Donc, on encode le sous-ensemble d'états normaux sous forme d'un BDD, le sous-ensemble d'états fautifs sous forme d'un BDD, et on garde cette variable booléenne-là qui indique s'il y a des transitions fautives entre les sous-ensembles normaux et les sous-ensembles fautifs. Les transitions observables sont par contre explicites. Alors, si je prends ce réseau de Petri-là, donc voici les marquages possibles, je peux les encoder de manière binaire en utilisant 6 variables booléennes, d'accord, de cette façon-là. Et de cette façon-là, on peut avoir un gain très important en termes d'espace mémoire pour encoder l'espace d'état ou bien le diagnostiqueur du réseau de Petri et pour l'analyser. Un outil a été développé par Abderraouf Boussif dans le cadre de sa thèse sur la base de l'outil SOG de Kais Clay, donc pour l'adapter pour le diagnostic. Et puis, on a pu vérifier l'efficacité de la technique de diagnostiqueur semi-symbolique sur la base d'un benchmark de la littérature. Voici le résultat. Donc, quand on compare les résultats d'analyse de diagnosticabilité par rapport à une approche de référence dans le domaine, l'approche de Cabazino, MBRG et BRD, on voit que pour les systèmes non diagnosticables, on a des temps très, très faibles par rapport à ce que l'approche MBRG-BRD obtient. C'est un tout petit peu moins efficace pour les modèles diagnosticables. Pourquoi? Parce que pour les modèles non diagnosticables, quand on fait une construction et une analyse à la volée, dès qu'on rencontre un cycle à fin déterminé, on arrête l'analyse, ce qui n'est pas le cas pour l'approche MBRD et BRD. L'autre point aussi, c'est que si on fait varier le nombre d'événements observables, on va perdre en termes de représentation symbolique. D'accord? On va avoir besoin de plus d'états, donc on va perdre un peu en efficacité. Mais malgré tout, on voit que les résultats sont très intéressants sur le plan complexité quand on fait des comparaisons avec des approches de référence. Alors, un dernier point peut-être, juste pour indiquer que, par exemple, sur le benchmark qu'on a utilisé, pour une variable M qu'on a choisie à 15, qui correspond au nombre de lignes de production ici,
L'espace d'état du graphe de marquage est de l'ordre de 10 à la puissance 11 marquages. Avec la représentation symbolique, on utilise seulement 52 variables booléennes pour encoder l'ensemble des espaces d'état du système. Donc, d'où l'intérêt de la représentation symbolique. Donc, concrètement, le diagnostiqueur symbolique, on le génère sans avoir besoin de générer le graphe de marquage, qui est très important. Des fois, enfin, pour ce cas-là, par exemple, il n'est pas possible de le générer, 10 puissance 11 marquages. Et puis, ce qu'on a pu constater, c'est que grâce à l'approche symbolique, l'approche symbolique à base de modèle réseau de Petri est plus efficace que l'approche à base d'automates. Quelques références ici. Je passe maintenant à la dernière partie de l'exposé consacrée à l'approche algébrique sur la base d'optimisation linéaire, donc développée dans le cadre du postdoc d'Amira Chouchan, dans le cadre du projet LSAT 2020. Alors, les contributions portent sur la formulation algébrique de propriétés de diagnosticabilité et l'usage de techniques d'optimisation linéaire pour l'analyse des propriétés. Alors, c'est quoi l'objectif? Quand on utilise des approches à base de graphes, on est obligé de construire de l'espace d'état, ce qui peut donner lieu à une explosion combinatoire. L'avantage des approches algébriques, c'est qu'on n'a pas à construire l'espace d'état de réseau de Petri, ce qui nous permet de combattre le phénomène d'explosion combinatoire. Mais aussi, le fait de développer des formulations algébriques de propriétés de diagnosticabilité, on peut mettre à profit des techniques standards outillées de résolution algébrique. Je cite ici des travaux de référence dans le domaine. Alors, la question qu'on se pose ici, on veut chercher, étant donné un réseau de Petri étiqueté ou labellisé, une classe de faute donnée et un entier K donné, la première question à laquelle on cherche à résoudre, c'est est-ce que K est diagnosticable? Et si oui, quelle est la valeur minimale assurant la diagnosticabilité? Donc, K-min diagnosticabilité. Donc, on prend des hypothèses standards. Et puis ici, un point important, c'est que pourquoi on s'intéresse à la K-diagnosticabilité et non pas à la diagnosticabilité tout court? Car nous devons formuler algébriquement la possibilité de dire de chaque transition pour deux séquences, une séquence normale et une séquence fautive. Donc, on a besoin d'une borne maximale pour pouvoir construire notre système algébrique. En fait, pour pouvoir résoudre la K-diagnosticabilité de manière algébrique, on a dû reformuler la propriété de diagnosticabilité de la manière suivante. Pour un réseau de Petri donné et pour K donné, et pour une classe de faute TF donnée, est-ce qu'il existe deux séquences de tir, sigma et sigma prime, qui génèrent la même observation, et tel que il existe et tel que sigma, donc la séquence fautive, contient au moins K événements après l'occurrence de défaut sigma F ici. Donc, si une telle paire de séquences existe, ça veut dire que la faute n'est pas K diagnosticable. Puisqu'ici, on reste dans l'ambiguïté pendant K événements suivant l'occurrence de la faute. D'accord? Donc, le grand défi, c'est est-ce qu'on est capable d'exprimer algébriquement l'existence d'un tel couple sigma et sigma prime. Sigma prime. Alors, pour déterminer la valeur K-min de diagnosticabilité assurant la diagnosticabilité d'une classe de faute, on doit déterminer la valeur minimale K-min qui assure la diagnosticabilité. En l'occurrence, si j'incrémente une valeur, donc ma valeur K de 1, etc., 1, 2, etc., alors le système ne sera pas K-min moins 1 diagnosticable, à K-min, il sera diagnosticable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à K-min moins 1, je vais pouvoir trouver une paire de séquences sigma, sigma prime telle que définie auparavant. À partir de K-min, je ne peux plus trouver une paire de séquences sigma, sigma prime. La première solution pour analyser la K-diagnosticabilité et trouver K-min, si le système est K-diagnosticable, c'est de faire des tests en incrémentant une variable kappa de 1 jusqu'à K et voir si je peux trouver les deux séquences de franchissement sigma et sigma prime, vérifiant la condition C sigma prime, qui veut dire que les deux séquences génèrent la même observation et que la séquence sigma a au moins kappa événement suite à l'occurrence de défaut. Donc, dès qu'une telle paire n'existe plus, je sais que je suis tombé sur le K-min diagnosticabilité. Si par contre j'atteins K, en trouvant toujours une paire sigma prime, c'est-à-dire que le système n'est pas K-diagnosticable, tout court, donc on ne peut pas déduire par rapport à la diagnosticabilité, mais je sais que le système n'est pas K-diagnosticable et je ne peux pas trouver K-min entre 1 et K assurant la diagnosticabilité. Alors ça, c'est une première solution. L'inconvénient de cette première solution, c'est qu'on doit construire
plusieurs systèmes algébriques pour résoudre le problème, pour kappa égale à 1, kappa égale à 2, kappa égale à etc., etc., jusqu'à ce que je rencontre K-min si le système est K-min diagnosticable. Une deuxième solution, c'est d'utiliser une approche sur la base d'un seul problème de programmation linéaire en nombre entier. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de maximiser cette longueur-là qui me permet de trouver une paire de séquences sigma sigma prime telle que ça a été défini. Donc, par le même système algébrique, je suis capable de répondre à deux questions, d'émettre deux verdicts, le verdict de cas diagnosticabilité et la valeur de K-min assurant la diagnosticabilité si la faute TF est cas diagnosticable. Alors, pour ce fait, je vais devoir construire mon système algébrique. Je vais devoir modéliser les séquences de faute sigma. Donc, je vais transcrire les équations de marquage, les conditions de franchissement. Je vais indiquer aussi, ou bien encoder le fait qu'il y a au plus une transition est franchie à chaque itération et que la transition fautive est franchie dans la première fois à l'itération J plus 1, J étant la borne max des longueurs des séquences menant vers des fautes. Je fais la même chose pour les séquences normales, d'accord? Et ensuite, je regarde, là j'ai encodé juste le franchissement des transitions, mais ce que j'utilise pour le diagnostic en ligne, ce sont les événements observables. Donc, je vais regarder la correspondance entre les transitions d'événements et les événements générés. Donc, pour cela, je rajoute une nouvelle équation grâce à une matrice D qui associe les différentes transitions observables aux différents labels observables. Alors, j'obtiens enfin mon système complet, d'accord, et nous avons établi une condition nécessaire et suffisante à la cas diagnosticabilité qui dit que qui est basée sur la formulation algébrique qu'on a développée, d'accord, c'est celle-là en fait. La matrice A, elle contient toutes les équations linéaires qu'on a établies auparavant. Et la condition nécessaire et suffisante dit la chose suivante, là, le système est cas diagnosticable, ou bien TF est cas diagnosticable si le système n'admet pas de solution, ou bien s'il a une solution et que le max ici, d'accord, tel qu'on l'a défini ici, le max, il est strictement inférieur à K. Donc ça, c'est la deuxième condition. Il suffit que l'une ou l'autre soit satisfaite pour que le système soit cas diagnosticable. Donc, comme corollaire à ça, on peut déduire K-min. S'il n'y a aucune solution à ce système-là, ça veut dire que le système il est indiagnosticable. D'accord? Il me faut juste un événement pour distinguer ma faute. Si K-min est strictement inférieur à K, alors K-min égale à le maximum la solution maximum de mon système d'optimisation tel que je l'ai défini ici. Mohamed, oui, il faudrait essayer de ne pas trop tarder à conclure. J'en ai pour encore une ou deux minutes. C'est fini, oui, pas de souci. Donc, ensuite, on a considéré le cas des réseaux de Petri avec des sous-réseaux, des cycles avec des sous-réseaux non observables. On a pu établir une condition suffisante cette fois-ci. Elle n'est pas nécessaire suffisante parce qu'on a des solutions superflues en fait, à notre système qui peuvent ne pas correspondre à des vraies séquences de tir. On a pu établir une valeur classique pour cyclique, donc assurant la diagnosticabilité entre 1 et K, si le système est K diagnosticable. On a considéré aussi le cas d'un horizon compacté où on compacte toutes les séquences, toutes les transitions avant l'occurrence de la faute. On a pu établir une condition suffisante et établir une valeur cassée entre K-min et K. Et enfin, on a essayé aussi la technique de relaxation dans R pour gagner en efficacité. D'accord? Et on a pu établir une condition suffisante, elle n'est pas nécessaire, mais suffisante, et avec une variable K qui permet de diagnosticabilité entre K-min et K. Alors, juste pour montrer ce qu'on a pu obtenir sur un benchmark ferroviaire qu'on a développé sur la base d'un système de contrôle commande de passage à niveau qu'on peut agrandir, on peut agrandir le modèle. Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que avec les trois techniques qu'on a pu établir, on a toujours la valeur de K-min qu'on obtient, forcément. Et puis, quand on compare par rapport à une approche de référence dans le domaine qui est l'approche de Basile et Hall, ben on voit qu'on a une efficacité très intéressante par rapport à l'approche de Basile. Si on compare les trois approches, ben forcément l'approche de relaxation elle est plus intéressante sur le plan de calcul, mais elle donne une condition suffisante seulement par rapport aux deux autres approches.
Voilà, j'arrive à la conclusion. Donc, j'ai présenté un ensemble de techniques et outils pour améliorer l'efficacité des analyses diagnostiques dans les systèmes à événements discrets. Tout d'abord, à travers des systèmes modélisés par Automata et Tafini. Donc, on a proposé des améliorations à la technique diagnostiqueur avec application aux fautes permanentes et intermittentes. Ensuite, des techniques sur la base de modèles réseau de Petri à travers la mise en œuvre de représentations symboliques, les BDD. Et ensuite, à travers la reformulation algébrique des problèmes de cas et camine diagnosticabilité. Je donne ici un certain nombre de travaux dans lesquels ces résultats-là ont été élaborés, la thèse de Basil-Liu, la thèse d'Abderrahmane, le projet LSAT à travers le postdoc d'Amira Shoshan en cours et le postdoc d'Abderrahmane Boussif, enfin à travers de collaborations avec Case Clay sur la partie SOG du LPN Paris 13 et avec le professeur João Carlos Basilio de l'Université Rio de Janeiro. Enfin, je donne une liste de publications liées à ces travaux-là et une liste de références plus générale. Voilà, j'ai fini. Désolé pour le petit retard. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Mohamed. Est-ce que quelques personnes ont des questions? Ouais, Michel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Ouais. bonjour Michel. Oui, bon, bonjour Mohamed. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressante. J'ai une question concernant le temps, en fait, mais le temps au sens d'un diagnostiqueur qui est alors en cours de fonctionnement. Oui. J'ai peut-être pas bien compris certains éléments, mais si on demande à un diagnostiqueur d'avoir une réponse ou une réaction dans un certain délai borné, est-ce que ce sont des choses qui sont appréhendées par les techniques que vous venez de présenter? En fait, la plupart des résultats que j'ai discutés ici sont relatifs à l'analyse de la diagnosticabilité. Quand je prends l'approche diagnostiqueur, par exemple, si le système est diagnosticable, donc j'aurais vérifié la propriété de diagnosticabilité sur la base diagnostique. Et après, en fait, le diagnostic en ligne est très, très simple. Il ne demande pas du temps. C'est juste un recueil des événements observables. Et puis, je regarde dans quel type d'état je me trouve. Donc, je vais prendre, par exemple, le diagnostiqueur, ici. Si je prends mon diagnostiqueur ici, donc en ligne, si j'observe A, donc à partir de T0, je sais que je suis dans un état ambigu. Donc, mon diagnostiqueur, il va me dire je suis dans un état ambigu et je ne suis pas capable de donner un verdict de diagnostic, puisque je suis soit dans 3F, soit dans 7N. Si j'observe B, mon diagnostiqueur va me donner un verdict ambigu. Si j'observe T, par contre, là, le diagnostiqueur va me dire là, c'est sûr, il y a une faute qui s'est produite. Donc, en l'occurrence, tous les problèmes de complexité de temps, etc., que j'ai discutés sont plutôt relatifs à l'analyse de diagnosticabilité qui se fait hors ligne. Or, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand on travaille des systèmes réels, avec les différentes techniques existantes, et à cause du phénomène d'explosion combinatoire, les différentes techniques, en fait, n'arrivent pas à déduire si le système est diagnosticable ou pas. D'accord? Donc, la complexité, elle est relative à l'analyse de diagnosticabilité et non pas au diagnostic en ligne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, j'aurais juste une question. Si le lien pour la présentation serait-il disponible? Oui, alors normalement l'enregistrement a été fait, donc il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube et les slides également sont partagés. Enfin, je crois que Mohamed nous l'avait proposé en tout cas. Oui, il n'y a pas de souci. Aussi, les méthodes sont-elles utilisées dans un logiciel pour un utilisateur final ou peut-être le code est-il disponible quelque part? Oui, la plupart des contributions ont été implémentées dans différents prototypes logiciels, que ce soit sur la partie donc utilisation de représentation symbolique à travers l'outil SOG, ou bien aussi un prototype logiciel qui a implémenté les techniques de model checking pour le diagnostic des fautes permanentes et intermittentes. Mais aussi la technique sur la base du nouveau diagnostiqueur. Donc, il y a des prototypes logiciels qui ont été développés
pour ces 3 contributions-là dans le cadre de la thèse de Abderraouf Boussif. Pour la dernière contribution développée dans le cadre du postdoc d'Amira Chouchen, oui, Amira Chouchen a développé un code en MATLAB pour son approche d'optimisation linéaire en nombre entier pour résoudre le problème de cas diagnosticabilité et de camine diagnosticabilité. Donc, l'outil est disponible au MATLAB, effectivement. Ok, merci. Donc, Merci. Y a-t-il encore une question? J'aurais une question, oui. Oui, bonjour. Je travaille sur les... Bonjour. bonjour. Je travaille sur les problèmes de runtime vérification et de monitoring dans les systèmes à base de logique temporelle. Et du coup, on a des problèmes assez similaires enfin un peu similaires à diagnosticabilité, avec la question de est-ce qu'une propriété va être monitorable ou non. Et voilà. Et du coup, je me disais, une fois qu'on a détecté si un système est diagnosticable ou non, est-ce qu'on est capable de synthétiser peut-être des formules logiques qui vont être monitorables ou non, ou s'il y a une sorte de similarité en fait, entre la propriété de monitorabilité et de diagnosticabilité? Oui, je vois. En fait, dans les travaux que j'ai présentés ici, on Je crois que je s'intéresse vais pas à... le noter, hein. Oui, dans les résultats que j'ai présentés ici, donc je parle de fautes sous forme d'événements fautifs. Donc, or, dans la littérature et dans des systèmes réels, les fautes peuvent ne pas correspondre à un simple événement, mais peuvent correspondre, par exemple, à un pattern de faute. Par exemple, une séquence d'événements, d'accord? Une séquence particulière d'événements, ce qu'on appelle un pattern de faute. La plupart il y a pas mal de travaux qui sont intéressés au pattern de faute. Donc, on s'intéresse à diagnostiquer l'occurrence d'un pattern de faute et non pas d'une faute singulière ou d'un événement singulier. Il y a plusieurs résultats qu'on a établis qui peuvent tout à fait s'appliquer au pattern de faute. Je prends par exemple l'exemple de diagnostic par model checking. Donc, on a vu qu'on a mis des tags sur nos états, un tag normal et un tag fautif. Mais je peux très bien on met un tag fautif si jamais la séquence qui aboutit à l'état contient une faute. Mais si j'ai une propriété, par exemple, il suffit de remplacer le tag fautif par la formule correspondance, tout simplement. Donc, je peux tout à fait vérifier si ma propriété est vérifiable ou bien monitorable ou pas sur la base des techniques qu'on a développées. D'accord. Voilà. Il y a vous me faites penser à une autre propriété. En fait, il y a la propriété d'opacité. Je ne sais pas si vous travaillez sur ça. La propriété d'opacité, elle est un peu duale à la propriété de diagnosticabilité. C'est-à-dire qu'on cherche que les systèmes soient sûrs, soient opaques. C'est-à-dire qu'on cherche à ce qu'on ne soit pas capable, à partir des observations que le système génère, à identifier dans quel état le système se trouve, etc. Donc, c'est tout l'inverse de la diagnosticabilité. On cherche à vérifier l'inverse de la diagnosticabilité en quelque sorte. D'accord. On cherche à cacher l'état dans lequel il se trouve. Exactement. Donc, ça, c'est une propriété qui peut être considérée comme une propriété duale à la propriété de diagnosticabilité avec différentes variantes. Et pour ça, il y a plusieurs résultats, que ce soit de la littérature ou bien des travaux qu'on a présentés ici, qui peuvent être tout à fait s'appliquer. Au lieu de chercher si le système est diagnosticable, on cherche si le système est-ce qu'il n'est pas diagnosticable. En fait, c'est la même chose. Je comprends bien. Ouais. D'accord. Merci. Si, alors, comme je rebondis, comme tu parlais de pattern de faute, c'est une question qui m'est venue en tête tout à l'heure. Moi, je pense que c'est peut-être un sujet ou un non-sujet peut-être sur le sujet du diagnostic des systèmes à événements discrets, mais dans la vraie vie, souvent, on a des systèmes complexes qui peuvent amener à des superpositions d'états fautifs. Donc, on peut se retrouver avec finalement une composition, une superposition, simultanément, plusieurs fautes apparaissent. Alors, évidemment, on peut dans la modélisation définir une métafaute qui est la somme de toutes ces fautes, peut-être. C'est peut-être une approche, mais est-ce qu'il y a la possibilité de faire travailler en parallèle plusieurs diagnostiqueurs pour pointer ces ensembles de fautes? Alors, ça rejoint peut-être ce que tu disais sur les patterns de fautes, mais pas forcément séquencés dans le temps les unes derrière les autres, mais peut-être simultanément observés.
En fait, ce n'est pas vraiment lié au pattern de faute, mais c'est plus lié au nombre de classes de faute. Si tu veux, en fait, dans les travaux que j'ai présentés ici, j'ai dit que dans le contexte général, on considère plusieurs classes de faute et le diagnostic cherche à diagnostiquer chacune des classes de faute, c'est-à-dire détecter chaque occurrence de faute et identifier quelle classe de faute. Donc, en pratique, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'analyse pour chacune de ces classes. Donc, si je prends l'approche diagnostiqueur de SIMPAF, par exemple, on peut construire un diagnostiqueur par classe de faute. Donc, et les faire travailler en parallèle. Et les faire, en parallèle, si tu veux, l'analyse de diagnosticabilité, elle se fait hors ligne, d'accord? Donc, dès la phase de conception, donc on analyse la diagnosticabilité de chacune des classes de faute hors ligne. Après, en ligne, oui, effectivement, je fais travailler mes diagnostiqueurs en parallèle, mais c'est une tâche pas complexe du tout sur le plan algorithmique, puisque le diagnostiqueur, c'est quelque chose qui ressemble à ce que je présente ici sur le slide que vous voyez. Et en fait, je match tout simplement l'événement observable sur mon diagnostiqueur pour dire est-ce que là, par exemple, si c'est si le diagnostiqueur par rapport à la classe sigma F1, est-ce que le sigma F1 est présent ou pas, ou bien est-ce que le système est ambigu par rapport à sigma F1, etc., etc. Alors, en pratique, soit on fait un diagnostiqueur par classe de faute, sinon, je peux aussi mettre plusieurs tags dans chacun des nœuds. D'accord? Je mets des tags par rapport à la classe F1, des tags par rapport à la classe F2, etc., etc. Et après, je fais juste le matching et je regarde l'état de diagnostic par rapport à chacune des classes. D'accord. Une dernière question peut-être avant qu'on conclue. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Bien, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas Mohamed pour le temps et puis la présentation qui était bon, certes très technique mais sans doute très utile pour les collègues qui sont vraiment dans le domaine. Je profite que j'ai encore 30 secondes pour vous indiquer que le prochain séminaire de Systemix aura lieu le 19 mai. Sera réalisé par Aurélien Bellet qui est de l'INRIA sur des sujets de federated learning, donc des sujets d'apprentissage fédéré. Merci beaucoup, merci à tous et bonne fin de journée, bon week-end à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. À bientôt.